Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. La grossesse est une période importante dans la vie de la femme. Si d'habitude, elle est suivie par un gynécologue obstétricien, sachez que le pédiatre a un rôle à jouer pour le bien-être de la femme enceinte. Les hépatites ne cessent de faire des ravages dans le monde et les idées reçues sur les risques de contamination sont nombreuses. Contact physique, poignée de main et bis constituent-ils des risques de contamination? La réponse à suivre. Et puis la mer est l'étendue d'eau salée qui occupe la plus grande partie de la surface terrestre. Elle comprend les océans et recouvre 70% de la surface de la planète. Mais c'est aussi une ressource économique incroyable. Savez-vous qu'en plus du gynécologue obstétricien, le suivi d'une grossesse par un pédiatre est nécessaire pour le bien-être de la femme enceinte? Eh bien, il est révolu le temps où le pédiatre ne s'intéressait au bébé qu'à partir de la naissance. Sa présence est indispensable pour donner le maximum de chances au fœtus pour naître avec un minimum de souffrance. Suivez ce reportage pour plus d'explications. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable. Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse, c'est une précaution qu'il faut prendre depuis la conception. Sinon, je disais même avant la conception, pendant la conception, jusqu'à mener une grossesse à terme par les spécialistes de la santé, afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un œil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le fœtus après sa sortie. Un pédiatre doit voir au moins la maman enceinte au moins 2 fois au milieu de la grossesse pour s'assurer que si par hasard il y a des anomalies, qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit voir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque le suivi de la grossesse est mal fait, les principaux risques, en fait, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau, en général. Je vais mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent, en fait, plus tard, ce qu'on appelle des infirmités motrices d'origine cérébrale. Et donc, cet enfant va naître apparemment bien portant, et puis, au cours de son développement, comme une malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. Parce que c'est l'utérus qui doit... Si tu es une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformation déjà là et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose. Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit pour dire s'il y a une malformation, qu'est-ce que je peux faire? Et la dernière chose qu'il faut faire et qu'on ne fait pas souvent sous nos cieux, c'est de faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal. Avant que l'approche des zones ne se rompe, faire juste un prélèvement vaginal et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore qui puisse être notif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société. Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue-pédiatre est de mise. Les hépatites sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Selon l'opinion publique, les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Suivez les explications de Martin Sokpon. Il est hépato-gastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques.
notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBe positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. La mer occupe la plus grande partie de la surface terrestre. La mondialisation des économies repose sur la libre circulation des flux maritimes. C'est un véritable enjeu de trafic maritime et de navigation. Cependant, au-delà du rôle qu'elle joue, la mer est essentielle pour la croissance économique de toute nation. Suivez ce reportage pour plus de précision. Son importance pour le développement de l'écosystème n'est pas toujours perceptible. La mer joue un rôle important dans la croissance économique de toute nation. Elle couvre une grande partie de la surface du globe. Notre survie sur Terre en dépend. En matière de biodiversité, il y a plus d'espèces au niveau des mers que dans les océans, parce que c'est interne au continent. Maintenant, la mer constitue la zone d'échange de tampons, d'évaporation pour pouvoir reprendre la formation des nuages pour la pluie. Et c'est dans la mer aussi que vous avez les métabolismes, parce que fournit beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça passe aussi par la mer. Il y a aussi la quantité de sel que nous avons au niveau de la mer qui est très utile. Vous allez voir qu'à des moments donnés, on conseille aux gens de consommer ce type de sel-là. Les avantages sont vraiment énormes. Des avantages qui ne cessent d'accroître au fil des jours, notamment dans le secteur des transports maritimes. Environ 80% des marchandises du commerce mondial transitent par la mer. Elle devient ainsi le premier mode de transport avec plus de 9 milliards de tonnes de cargaison chaque année. La mer constitue le seul élément qui permet de transporter les marchandises de poids très élevé. Tout ce qui est fabriqué en Europe et autres, tout est envoyé dans les pays en développement par la mer. Donc le transport maritime constitue un grand rôle dans le développement économique de toute la nation. Vous allez voir que s'il n'y a pas ce transport-là, il y aura vraiment des problèmes sur le plan économique. Je voulais lancer, comment on appelle, pour que nous puissions, à chacun à son niveau, puisse vraiment protéger la mer et éviter vraiment d'aller déposer n'importe quoi dans la mer. Protéger la mer des déchets est la seule solution qui s'impose à l'humanité pour sauvegarder l'environnement. Pour l'heure, l'Organisation maritime internationale OMI a adopté et continue d'élaborer des mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires et réduire la quantité de déchets marins. Suivons à présent la nation en bref qui porte la signature de Arnaud Adadia. Le gouvernement envisage construire une nouvelle cimenterie de capacité de 5000 tonnes jour de clinker. C'est l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres du mercredi 23 février 2022. Elle fait suite au constat de la hausse de près de 30% du prix de vente du ciment.
Une hausse induite par l'ouverture des chantiers de construction sur la période de 2016 à 2021. C'est pourquoi le gouvernement entend réorganiser l'offre de ciment sur le marché en mettant en place une usine nationale de fabrication de clinker qui approvisionnerait à terme l'ensemble des autres acteurs du marché. Le Conseil national des exportateurs de cajou du Bénin et l'interprofession de la filière anacarde se donnent la main pour le rayonnement de la filière anacarde au Bénin et en Afrique. C'est à l'occasion de la 3e édition du Bénin Cashew Day, une rencontre pour jeter les bases de partenariats internationaux et échanger sur les meilleures méthodes de développement et de valorisation du cajou africain. Pour rappel, le gouvernement ambitionne d'accompagner les acteurs de la dite filière et a opté pour la transformation de plus de 50% de la quantité de cajou produit. Parlons d'art à présent. L'exposition des trésors royaux au Palais de la Marina a enregistré 1247 visiteurs au tout premier jour. L'information a été donnée par le directeur du programme des musées à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. À l'en croire, cette grande affluence au cours de la première journée de l'exposition résulte du travail des médias. L'exposition diptyque et publique dure 3 mois et se poursuit jusqu'au 22 mai. Hors du Bénin à Madagascar, la production de la vanille s'annonce en baisse de 35% en 2022. La saison va débuter en septembre ou octobre prochain. La production devrait ainsi atteindre 1300 tonnes contre environ 2000 tonnes un an plus tôt. Cette situation est principalement liée à la floraison moins abondante et tardive des plants qui affectent les rendements. Le cyclone Batsirai ne devrait pas avoir d'impact majeur sur la performance du secteur dans la mesure où il a touché essentiellement le sud-est du pays qui compte pour moins de 10% de l'offre. Selon la Banque mondiale, la filière vanille soutient près de 200 000 emplois dans la Grande Île. Dans l'industrie mondiale de la vanille, Madagascar tient une place de choix. Le pays est le premier producteur et exportateur mondial de la matière première. En tant que tel, une fluctuation de l'offre dans la Grande Île a un impact sur les prix mondiaux de l'épice. Et voilà, ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.